j'aime l'humain, je le trouve beau, je le trouve résilient, je le trouve fort. Et si on peut mettre en lumière ses capacités, ben, c'est un grand bonheur pour moi. Oui, il y a un temps pour dire c'est injuste, je ne devrais pas vivre ça, mais il y a aussi un moment donné où vient le temps de dire bon, ben maintenant, j'ai pas le choix de faire avec, donc qu'est-ce que je vais faire avec pour moi retrouver un équilibre et retrouver un bien-être? Salut les vivantes, dans cet épisode je reçois Annick Laprate, passionnée par les neurosciences. Annick t'invite à oser être pleinement toi-même en te libérant de tes blessures et en reprogrammant ton cerveau. Cela t'intéresse? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé des conditions d'un juste pardon. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres chemins pour se libérer et avancer grâce aux neurosciences. Tout simplement, comment reprogrammer son cerveau. Si tu veux être nourri régulièrement, je t'invite à t'abonner à mon infolettre. Le lien est en description. Mon invitée aujourd'hui est Annick Laprate, auteure, conférencière et formatrice québécoise, femme enthousiaste, pleine d'humour et de pédagogie, dont la mission de vie est d'apprendre aux personnes à reprogrammer leur cerveau pour leur ouvrir un nouvel horizon rempli d'amour, de succès et d'abondance. Je te laisse rencontrer cette femme de cœur. Bonjour Annick, Bonjour, comment vas-tu? je vais très bien et toi? Très très bien. Je suis Génial. très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vous présente Annick Laprate. Donc je l'accueille pour cette interview. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois en avril dernier à Paris, où elle donnait une conférence avec comme thématique Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure. Pas mal comme thème, non? Moi, c'est mon sujet préféré, c'est mon thème de prédilection. C'est clair, hein. Et donc, c'est le titre d'un de ces deux best-sellers que j'ai lu, du reste, celui-là. L'autre étant « À quelle fréquence vibrez-vous » Alors, qui est Annick? Annick, c'est une femme chaleureuse, dynamique et pleine d'humour. Elle est mariée et maman, elle est québécoise. Elle est auteure, conférencière, coach. Elle travaille dans le domaine du mieux-être depuis plus de 20 ans. Et dans sa recherche pour toujours mieux accompagner, elle s'est intéressée, puis passionnée, je pense qu'on peut le dire, pour les neurosciences. Oui. Et elle a été formée auprès de David Lefrançois, et son talent particulier, je le nomme comme ça, c'est d'être à la fois une chercheuse très précise et une très bonne vulgarisatrice. C'est bien de vouloir comprendre les choses, mais si tu ne sais pas les transmettre, ce n'est pas très aidant. Donc, je pense que c'est un peu ton charisme. Et à la suite de cette conférence, Annick nous avait invités à une masterclass où elle a répondu avec beaucoup de précision, de générosité, de simplicité, de cœur à nos questions. Et donc, j'avais envie aujourd'hui de vous la faire rencontrer. Merci. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose d'important pour toi qui manquerait à ce portrait? Mais en fait, non, si j'avais quelque chose à ajouter, je pense que je suis plus une passionnée du potentiel humain. D'accord. Pour moi, c'est une passion depuis que je suis toute petite. Donc, pour moi, l'être humain, il est parfait. Il est, souvent, je vais dire, une machine extraordinaire à explorer parce que on peut tellement rebondir de différentes façons face aux épreuves. Il y a tellement de façons d'aller chercher de l'énergie, de la vitalité, de la créativité, de se réaliser, de sortir grandi des épreuves. Donc, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins et c'est ça qui me passionne. J'aime explorer ces différents chemins-là. C'est sûr que présentement, c'est le chemin du cerveau, donc que ce soit tous les chemins neuronaux qu'on a dans le cerveau qui me fascinent. Donc là, j'ai beaucoup à explorer quand même parce qu'on a des milliards de chemins neuronaux dans le cerveau. Ouais. Mais pour moi, c'est ça. J'aime l'humain, je le trouve beau, je le trouve résilient, je le trouve fort. Et si on peut mettre en lumière ses capacités, ben, c'est un grand bonheur pour moi.
Superbe, magnifique. C'est passer du potentiel à ce que ça devienne réel, quoi, que ça puisse s'accomplir. Oui, oui, il ne faut pas que ça reste utopique, il ne faut pas que ça reste un rêve inachevé, là. Non, non, on peut se sortir de toutes les épreuves. Ça, j'en porte la certitude. Je sais que ça peut choquer certaines personnes de dire oui, mais moi, c'est tellement difficile et j'ai énormément d'amour, de bienveillance et de sympathie envers ces gens-là. Mais j'ai rencontré des gens qui ont été séquestrés, qui ont été privés de nourriture, qui ont été battus, qui ont été violés, qui ont vécu des trahisons à répétition et qui aujourd'hui sont debout et qui en sont sortis grandis. Donc, oui, ça a été difficile. Je ne veux pas nier, mais pas du tout l'épreuve qu'on est en train de vivre parce que pendant qu'on est en train de la vivre, oui, on est une victime de ça. Si j'ai un accident de voiture, je suis victime d'un accident de voiture. Si je subis une agression, je suis victime de cette agression-là. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Il faut prendre le temps d'accueillir ça, de libérer ça, ça prend vraiment un temps pour pouvoir assimiler, puis pleurer ce qu'il y a à pleurer, crier ce qu'il y a à crier, c'est un processus. Mais ces gens-là ont su, à un moment donné, tôt ou tard, dire « OK, oui, j'ai été victime de ça, mais maintenant, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Avec mes capacités, avec mes failles, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que mes failles, j'ai besoin de les réparer? Mes capacités, que j'ai besoin de les mettre de l'avant? » Et quand on a ce discours-là au bon moment, le rythme est propre à chacun. 10 ans plus tard, je suis encore victime de ça dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'entretiens le scénario, parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des blocages. Et ces peurs-là et ces blocages-là sont légitimes. Là. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas légitime, elles sont légitimes. Mais j'ai souvent une image pour exprimer ça. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte et qui laisse un beau cadeau, un beau caca puant, un beau caca puant tout chaud, et que là, on va dire « Ah, ça pue, ça ne me convient pas ». On peut même aussi dire c'est un manque de respect de faire ça, je ne devrais pas subir ça. On peut être en colère contre la personne, on peut vivre toutes sortes d'émotions. Mais inévitablement, vous allez prendre le tas et le mettre aux poubelles parce que ça ne vous appartient pas et vous allez reprendre le cours de votre vie. Donc, vous ne chercherez pas à retrouver cette personne-là pour qu'elle puisse enlever ce tas-là. Donc, Mais je constate que les épreuves qu'on subit dans la vie, oui, il y a un temps pour dire c'est injuste, je ne devrais pas vivre ça, mais il y a aussi un moment donné où vient le temps de dire bon, ben maintenant, j'ai pas le choix de faire avec, donc qu'est-ce que je vais faire avec pour moi retrouver un équilibre et retrouver un bien-être? Je pensais aborder la question plus tard, mais puisque tu abordes déjà les épreuves de la vie, j'avais envie justement de te poser une question sur ça, parce que beaucoup de femmes ont vécu notamment des agressions sexuelles dans leur enfance. On estime que c'est à peu près 1 femme sur 5 qui sont touchées par ces abus avant leurs 18 ans. Est-ce que justement, comment la neuroscience peut aider à passer au-dessus de ça? Autant opportun pour chaque personne, hein. Enfin, il n'y a pas de règle universelle, mais... Non, il n'y a pas de règle universelle et j'aime beaucoup ta question et j'accompagne de nombreuses femmes aussi qui ont été victimes d'abus et j'ai été moi-même aussi victime d'abus. Donc, j'ai utilisé les neurosciences et la reprogrammation du cerveau pour pouvoir retrouver un bien-être. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau a une façon particulière de fonctionner. C'est que il va encoder, il va mémoriser chaque expérience vécue dans son cerveau, donc dans un chemin neuronal. Et le chemin neuronal, en fait, il contient plusieurs associations. Donc, si l'abus a lieu 2 jours, donc le cerveau va dire, OK, abus, soleil, et que c'est avec un homme qui porte une barbe, le cerveau va encoder barbe, il va encoder douleur, il va encoder aussi les odeurs qu'il y avait dans la pièce au moment de l'abus, il va encoder les sensations, les émotions qui ont été générées malheureusement par cette expérience-là. Il va encoder la couleur des vêtements. Donc, en fait, tout ce que le cerveau va voir, entendre, ressentir pendant l'expérience, il va le mémoriser. Donc, et ça fait un chemin neuronal qui porte le titre abus. Et malheureusement et heureusement, mais le cerveau, après, une fois que ce message-là, il est encodé, c'est que on avance dans la vie et chaque fois que le cerveau va être exposé
à un élément qui est imprégné dans ce chemin neuronal-là, le cerveau va activer le chemin neuronal correspondant. Donc, le cerveau, il n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est bien ou mal, ce qui vous met dans un état confortable ou inconfortable. Donc, le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il va scanner votre environnement en permanence. Donc, en ce moment, je vous parle, je suis dans mon bureau, fait que mon cerveau voit Cécile qui est radieuse à l'écran, je vois ma bouteille d'eau, il y a le beau soleil, donc il y a les odeurs, il y a la douceur de mon chat qui est tout près. Donc, mon cerveau encode tout ça et il va réagir en fonction de ça. Donc, comme j'ai de bonnes émotions face à mon chat, ben, je me sens bien. Comme Cécile est souriante, ben, je me sens bien parce que mon cerveau a associé que les sourires, c'est sécurisant. Maintenant, si je change de pièce et que je m'en vais au salon et que là, j'écoute les nouvelles, ben là, si je vois aux nouvelles un homme barbu en plein jour qui a l'air froid et abusif, ben, mon cerveau est en train de voir des choses qu'il reconnaît parce qu'il a ce chemin-là dans le cerveau. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va activer ce chemin neuronal-là de cette histoire-là d'abus. Et le cerveau ne fait pas la différence entre ça s'est passé autrefois et on oublie ça. Donc, il fait juste dire, OK, en ce moment, dans mon environnement, je repère un homme barbu de jour dans tel contexte, donc il active. Mais le problème, c'est que quand le cerveau active ce chemin neuronal-là, ben, on ressent les mêmes émotions, on ressent la même prison, la même peur qu'on ressentait au moment de l'abus. Et c'est pour ça que, pour moi, les neurosciences sont extraordinaires et que je considère que chaque être humain sur Terre devrait comprendre comment fonctionne son cerveau et devrait savoir comment le reprogrammer parce que moi, je trouve ça extrêmement triste de voir qu'il y a des gens qui subissent des épreuves terribles, mais qui continuent de les revivre à répétition parce qu'ils sont exposés sans le savoir des fois, parce que moi, je peux bien aller au centre d'achat et rencontrer un homme barbu. Je n'aurais pas pu prévoir rencontrer un homme barbu. Ou oui, peu importe. Mais on n'a pas toujours le contrôle sur l'environnement. Donc, dès qu'on se retrouve dans un contexte, une soirée, un voyage, un environnement qu'on n'avait pas nécessairement prévu et contrôlé dans tous les moindres détails, ben, on peut être exposé à un élément déclencheur d'un chemin neuronal toxique. Et quand je parle de chemin neuronal toxique, ça, c'est mon terme à moi. C'est plus pour exprimer le fait que c'est un chemin neuronal qui nous nuit, qui nous place dans un mal-être et qui nous empêche d'aller de l'avant et qui nous enlève le sourire et qui nous terrifie même parfois selon le chemin neuronal activé. Donc, c'est sûr que plus les gens ont des expériences positives, ben, plus il y a de chemins neuronaux positifs dans leur cerveau et plus ils sont dans des environnements positifs, ben, plus ils alimentent les chemins neuronaux positifs. Et c'est ce qui fait que certaines personnes vont être plus douées pour le bonheur. Mais pourquoi? Parce que quand on active des chemins neuronaux positifs, ben, les neurochimies que l'on reçoit du déclenchement de ce chemin neuronal-là, ce sont des neurochimies de joie, de bien-être, de paix. Tandis qu'à l'opposé, quand c'est un chemin neuronal qui s'active, qui appartient à une expérience douloureuse, ben, ce sont des neurochimies qui nous placent dans un état extrêmement inconfortable. Et non seulement c'est inconfortable, mais ça va aussi user les organes à l'interne. Donc, un chemin neuronal toxique qui est activé à répétition parce que on est dans un environnement qui nous rappelle toujours cela ou que nous-mêmes, on entretient le scénario parce qu'on a peur et il s'active à chaque fois. Ben, non seulement on est inconfortable, mais plus on forge à chaque fois notre propre prison intérieure. Donc, et c'est là que pour moi, ça devient essentiel de comprendre quels sont les chemins neuronaux prédominants que j'ai dans mon cerveau et d'avoir les outils pour reprogrammer. On a tous le droit à une vie meilleure. C'est ça. Moi, ce qui m'avait frappé dans ta conférence, c'était quand tu avais fait le lien, enfin, c'était l'aspect de stop déjà, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, on a le choix de dire stop par rapport à un chemin neuronal dont on sent qu'il nous fait du mal, en fait. Et ensuite, c'était l'aspect que pour reprogrammer, il fallait qu'il y ait une émotion forte et positive et qui reste un peu, quoi. Parce que si on fait juste avec sa tête, ça marche pas. Parce que tu dis bien que, en fait, finalement, les associations négatives se font en lien avec une émotion, finalement. Donc, ça s'ancre parce qu'il y a une émotion, mais du coup, pour le positif, il faut aussi. Donc là, on a le choix, finalement, de se reconnecter avec des sensations et une émotion positive pour aller de l'avant. C'était un petit peu ça?
Ben oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le langage du cerveau, il y a 2 mots à retenir, c'est émotion et répétition. Donc, tout ce que l'on fait à répétition va impacter le chemin neuronal lié à cette expérience-là. Ça veut dire quoi, impacter? C'est qu'en fait, ça y donne, quand il est déclenché, c'est comme un petit courant électrique, c'est de l'énergie qui active et qui permet le déclenchement de la transmission d'informations entre les neurones. Donc, c'est ça, impacter un chemin neuronal. Donc, chaque fois que je parle d'une expérience, qu'elle soit douloureuse ou positive, je suis en train d'impacter. Donc, je suis en train de lui donner de la force. Donc, et plus on répète les mêmes pensées ou les mêmes actions, plus on donne de la force à un chemin neuronal. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chemin neuronal très, très fort, moi, j'appelle ça une autoroute neuronale. Plus on a des autoroutes neuronales dans notre cerveau, plus ce sont des automatismes. Et quand on parle d'automatisme, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Quand vous recevez un repas et que vous prenez votre fourchette et que vous la mettez à votre bouche, ça va super bien là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous n'en mettez pas dans vos cheveux ni dans vos oreilles. Donc, ça va bien. Hein? On connaît la direction. Mais pourquoi? C'est une autoroute neuronale. Ce geste-là a été répété, répété, répété. Mais est-ce qu'au départ, c'était facile? Non, puisqu'on s'en mettait dans les cheveux et dans les oreilles. Donc, là, ça semble simple parce que c'est un geste du quotidien. Donc, se brosser les dents, se brosser les cheveux, on le fait à répétition, c'est devenu un automatisme. Se coucher le soir, c'est devenu un automatisme. On couche toujours du même côté du lit. Et si quelqu'un ose, si le conjoint ou la conjointe ose changer de côté, c'est pourquoi? Mais on est déstabilisé parce que c'est un automatisme. Okay? Donc, il y a ces petits gestes qui font partie de la vie, qui sont des automatismes, et que c'est OK. Mais quand on se plaint de la vie à répétition, quand on critique nos enfants ou nos partenaires de vie à répétition, quand on critique nos collègues, quand on est en colère contre le gouvernement à répétition, quand on est en colère à répétition, ben, on donne de la puissance à ce chemin neuronal-là. Et si on donne de la puissance, ça va devenir un automatisme. Donc, et c'est ce qui fait qu'on côtoie des gens qui ont un automatisme, une autoroute neuronale de négatif. C'est comme, tu fais juste aborder un sujet et en moins de 2 secondes, ils t'ont tout de suite mis les blocages et ce qui ne va pas. Ben, c'est parce que c'est un automatisme. Ça veut dire qu'ils ont critiqué à répétition et maintenant, c'est devenu leur nature. Donc, et c'est pour ça que quand on veut changer de comportement, si on se dit, oh, c'est vrai que je suis plus négative, je suis réactive, bon, je suis boudeuse, je suis colérique, j'attaque, donc je veux changer de comportement. Ben, changer de comportement, ça va demander de la répétition pour arriver à la maîtrise. Donc, ça m'avait frappé dans le livre, moi, de Daniel Goleman, le premier Intelligence émotionnelle, où il explique ça. Enfin, il dit c'est comme si vous aviez chaque circuit est un stylo et pour changer l'habitude, au début vous avez comme un sentier. Enfin, au début il n'y a même pas de chantier, après ça devient un petit sentier, après ça devient un chemin, après une route et une autoroute. Et donc on dit souvent il faut 21 jours pour changer d'habitude. Beaucoup plus que ça. et en fait, là où ça devient intéressant, c'est que je vous ai dit tantôt qu'il y avait 2 éléments qui est contenu dans le langage du cerveau, c'est la répétition, mais c'est aussi l'émotion. Et l'émotion, elle est 5000 fois plus puissante que les mots et la répétition. Donc ça, c'est important ce que je viens de dire là, c'est beaucoup plus puissant. Donc, chaque émotion que l'on ressent face à une discussion, un entretien, un projet, un potentiel, des vacances, peu importe, notre voisin. Donc, chaque fois que l'on vit quelque chose, on ressent des émotions et ce sont ces émotions-là qui vont être la signature énergétique et neurochimique de ce chemin neuronal-là. Donc, même si je décide par exemple, d'apprendre une nouvelle langue. Okay? Parce que je décide de faire ça, je vais créer un nouveau chemin neuronal. Donc, c'est nouveau. Je n'ai jamais appris une nouvelle langue. Donc, au début, ça va être difficile. Donc, il faut que j'étudie à répétition pour pouvoir arriver à maîtriser cette nouvelle langue-là. Maintenant, si dès les premières répétitions, je l'ai fait en étant extrêmement pessimiste par rapport à mon potentiel de réussir, que je le fais parce que j'ai pas le temps, je le fais sous pression, je suis irritée, je ne comprends pas, je me trouve nulle, je me dis que je suis trop vieille pour apprendre, ben, j'aurais beau répéter l'action
d'apprendre une nouvelle langue, mais comme l'émotion, elle est négative et qu'elle est plus forte que la répétition, ce que le cerveau va encoder comme chemin neuronal, c'est qu'apprendre une nouvelle langue, c'est pénible. Oui, c'est ça. C'est chiant, c'est pénible, c'est laborieux. Donc, et à chaque fois que cette personne-là va dire « Ah, tiens, il faudrait que j'aille faire mon cours pour apprendre la nouvelle langue », le cerveau va déclencher le chemin neuronal apprendre une nouvelle langue et il va aussi générer les neurochimies de c'est chiant et c'est pénible. Donc, on ne s'en rend pas compte de tout ce qui se passe dans notre cerveau et notre système nerveux central, mais on est conditionné à chaque seconde. À chaque seconde. Et là, en ce moment, je suis avec toi, je te parle, je suis dans une belle énergie et tu pourrais dire quelque chose qui irait à l'encontre de mes valeurs. Oui, c'est ça. Qui activerait le chemin neuronal et là, il va être boum, une bombe. Donc, pourquoi qu'on passe d'un rayon de soleil à une bombe? Ben, c'est parce qu'il y a eu un mot dans mon environnement qui vient d'être soumis à mon cerveau et que lui déclenche le chemin neuronal qui est correspondant. Et c'est là que la colère va arriver. Donc, on est programmé, on est littéralement programmé. Et l'autre chose que je veux dire aussi qui est important, c'est que si on veut adopter un nouveau comportement, donc, vous aurez compris que ça prend de la répétition, mais ça prend de l'émotion positive. Oui, c'est ça. Ça prend de l'émotion positive. Et ce qu'il faut savoir en neurosciences, c'est que toute émotion négative va adhérer au cerveau. Le cerveau, il carbure beaucoup aux émotions négatives. Pourquoi? Parce que la mission première du cerveau, en fait, c'est de nous garder en vie. Donc, lui, il est habitué d'observer l'environnement et de repérer les dangers. Donc, il fonctionne, c'est son mode de fonctionnement. Heureusement, dans notre cerveau, on a le cerveau social, donc le cerveau social qui est pour le comportement humain, qui est à courant positif ou négatif, dépendamment des expériences qu'on a vécues. Mais les études ont démontré que pour impacter un chemin neuronal, donc pour donner un flux électrique puis lui donner de la puissance, parce que ce qu'on veut, c'est l'amener à une très forte puissance pour que ça devienne une autoroute neuronale, ben, les neurosciences ont démontré qu'il fallait ressentir la joie, donc l'émotion positive, quand on fait cette nouvelle action-là, pendant plus de 20 secondes. 20 secondes. Alors, il faut s'ancrer dans quelque chose qui soit rayonnant, qui soit, je ne sais pas, dynamique de l'intérieur, je ne sais pas comment l'exprimer, mais joyeux, pendant plus de 20 secondes. Pour le ressentir, il faut que ce soit la fête à l'intérieur de soi. Donc, la fête ou la douceur. Donc, c'est sûr que si moi, je flatte mon chat et que je suis en amour avec mon chat, ben, je vais le flatter pendant plus de 20 secondes. C'est une énergie qui est douce, qui est pleine de chaleur humaine et animale combinée. Donc, c'est de la douceur, mais je vais m'assurer de flatter mon chat pendant plus de 20 secondes. Si je fais un câlin à mon mari, là, c'est une émotion d'amour émotionnel, relationnel, physique, c'est mon mari. Donc, je vais lui faire un câlin pendant plus de 20 secondes et juste m'imprégner de cet amour-là que j'ai pour lui. Et à d'autres occasions, si je réussis un objectif, ben, je vais faire « wouhou! » Et intérieurement, là, je danse, je chante et je vais célébrer « Hey, bravo Annick, je suis fière de toi! » Puis pendant un beau 20 secondes, donc hyper important. Si on veut avoir un cerveau social du bonheur plus fort qu'un cerveau social à courant négatif, il faut apprendre à célébrer les victoires, à célébrer la beauté qui nous entoure, à célébrer tous les petits pas et à s'autoriser aussi parce que beaucoup de gens, je suis rendue à 3000 élèves de formés à la formation Reprogrammer votre cerveau pour une vie meilleure et en fait, ce que les gens trouvent le plus difficile dans cette formation-là, ce n'est vraiment pas les techniques de reprogrammation parce que c'est hyper facile. Ce qu'ils trouvent difficile, c'est de s'autoriser à être heureux. De s'autoriser la santé quand tu as été malade toute ta vie. C'est de s'autoriser l'abondance quand on a été en difficulté financière toute sa vie. Donc, c'est cette partie-là qui est plus complexe pour les gens parce que quand on apprend à reprogrammer son cerveau, tu l'as mentionné tantôt, c'est être capable de reconnaître quand un chemin neuronal toxique s'est activé et qui nous place dans un état de confort et dire « stop, stop ». Okay? Et ça, le cerveau l'entend, le stop. Donc, il va comme arrêter momentanément. Mais il attend la prochaine commande. Tu sais, tout ça se fait à la vitesse de la lumière. C'est ça. Il faut être très rapide après le stop pour le diriger dans une autre direction. Et comment on le dirige dans une autre direction? Ben, c'est d'exposer son cerveau
à de nouvelles données. C'est ça, ouais. Qui va faire en sorte que ce sont des bonnes neurochimies qui vont s'activer. Mais pour ça, il faut faire stop au stress. Stop au stress, ce que je veux maintenant, c'est le calme. Et quand on dit je veux le calme, ben, le cerveau, il entend le mot calme, fait qu'il va activer le chemin neuronal calme. Mais si on veut donner de la puissance, on va aussi s'imaginer au bord de la mer ou dans un bain moussant ou près d'un feu ou dans un état de calme. OK? Donc, je suis fatiguée, stop, qu'est-ce que je veux? Je veux de l'énergie. OK, je veux de l'énergie comment? Donc, c'est ça qui est le plus difficile pour les gens, c'est d'arrêter de subir, de faire le stop et de rediriger vers ce qu'ils veulent vraiment. Et ce que je constate, c'est que 95% des gens, quand ils arrivent à la formation, ils savent exactement ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie. Ça, j'en ai marre. Ça, je suis plus capable. Je veux plus de patron comme ça, je veux plus de gouvernement comme ça, je veux plus de médecins comme ça, je veux plus d'amis comme ça. Ils savent exactement ce qu'ils ne veulent plus. Mais ensuite, quand on leur demande, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Et ça, c'est flou. Oui, ça, c'est pas mal comme en coaching, hein, où parfois les gens savent ce qu'ils veulent plus. Je suis pas heureuse, mais je sais pas pourquoi. C'est quand justement il faut essayer de rediriger vers mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux ici maintenant? Voilà. Et parfois, c'est pas de se projeter dans des grandes réalisations, mais des fois, c'est juste être ici maintenant. Là. Donc, des fois, ça peut être OK, stop à l'anxiété, mais qu'est-ce que je veux ici maintenant? Ben, je vais être calme, je vais t'écouter, je vais être entendue. Je vais être, et ce matin, pour être honnête, j'étais hyper fatiguée. Je manquais d'énergie. Et je devais tourner une vidéo et j'avais pas le choix dans l'horaire. J'avais beau essayer de reporter à demain quand je serais plus en forme ou autre. Ça fonctionne pas, ça met trop de trucs en péril. Donc, je devais faire la vidéo que j'étais fatiguée ou pas. Mais à ce moment-là, c'est comme, est-ce que c'est bon pour moi de faire une vidéo quand je suis fatiguée? Non. Donc, stop à la fatigue. Qu'est-ce que je veux? Je veux de l'énergie. Je veux de l'énergie. Et à ce moment-là, j'ai eu en tête juste le fait que j'ai nommé à voix haute à mon cerveau, je veux de l'énergie. Ben, mon cerveau, il a activé le chemin neuronal de l'énergie. Et dans ce chemin-là, j'ai une amie qui est une bombe d'énergie. Et je lui ai écrit en privé sur Messenger, puis j'ai dit, tu sais quoi, j'ai besoin d'énergie, tu sais. Elle m'a dit, viens-t'en, et on a dansé pendant 2 minutes. Et j'ai tellement ri, là, j'ai ri, j'ai dit, t'es folle, tu sais, t'es vraiment folle. Mais après ce 2 minutes-là, c'est tout. Ça a pris 2 minutes dans ma journée, mais j'étais allumée, des étoiles dans les yeux, en forme, en vitalité. Mais pour ça, il faut être capable de reconnaître qu'on subit un chemin neuronal de fatigue qui est là pour de bonnes raisons aussi. Fait que ça ne veut pas dire de ne pas se reposer. C'est de OK, je vais me reposer ce soir puis je vais prendre congé dans les prochains jours pour ressourcer mon corps. Mon corps en a besoin. Mais là, ici, maintenant, là, j'ai le choix. C'est soit que je subis la fatigue. Au Québec, on va dire l'écœurantite aiguë. Donc, l'effet d'être à bout de nerfs, à bout de souffle, épuisé, et que je subis tout ça et que je fais une vidéo, excusez-moi, mais une vidéo de merde, ou bien je dis stop à mon cerveau et je le dirige vers ce que je veux. Mais c'était quoi je voulais à l'instant même? C'était de l'énergie. Donc, c'est ce que je veux dire par c'est pas nécessairement des grandes réalisations. C'est ça. C'est pas énorme. C'est d'observer au quotidien, là. Alors, il y avait une autre thématique que j'avais envie d'aborder avec toi et je vais te demander d'expliquer cette expression-là qui est québécoise. Au Québec, on dit être fait pour un petit pain. Est-ce que déjà, avant d'aller plus loin, tu peux nous dire ce que ça signifie pour les auditeurs européens? Oui, au Québec, on dit être fait ou être né pour un petit pain. Ça veut dire avoir la croyance qu'on n'a pas accès à l'abondance. Donc, que notre destin est lié à la pauvreté et à se contenter de peu. Et est-ce qu'il y a un lien avec l'estime de soi là-dedans ou Là, c'est une très bonne question. Je dirais plutôt que ça a plusieurs liens. Là. Il y a plusieurs causes qui font en sorte qu'on n'attire pas l'abondance dans sa vie, qu'on n'a pas accès. Il y a tous les chemins neuronaux qui sont encodés
depuis notre enfance. Donc, qu'est-ce que nos parents avaient comme vision? Qu'est-ce que nos grands-parents avaient comme vision de la vie, de l'argent, du succès, de l'abondance? Donc, quand on a entendu à répétition que c'est difficile et qu'on ne s'en sort pas et que l'argent repart aussitôt qu'elle entre, ben, déjà, dans notre cerveau, on est conditionné à traiter l'argent avec ces connaissances-là dont on a hérité qui ne sont pas nécessairement les bonnes. Donc, dans un premier temps, oui, il y a toutes les expériences de vie, toutes les phrases qu'on a entendues, toutes ces croyances qui appartiennent à notre généalogie. Maintenant, je ne sais pas si c'est un lien avec l'estime de soi, mais moi, je dirais que ça a un lien très fort avec l'identité. C'est ça, ouais. Qui tu es. Et moi, ça me rejoint. Inévitablement, l'estime de soi rentre dans l'identité, mais j'irais davantage avec l'identité. Et est-ce que justement c'est quelque chose, enfin, ce sujet de l'abondance, est-ce que c'est quelque chose que tu peux aborder avec, enfin, je crois que tu accompagnes des hommes aussi bien que des femmes, mais est-ce que par rapport aux femmes, c'est quelque chose où il y a un angle particulier, où tu le repères de manière un peu singulière? Ben, en fait, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, quand j'accompagne les gens à briser les patterns par rapport à l'argent et à s'autoriser de vivre l'abondance, je dirais que l'approche est la même pour les hommes et pour les femmes. Et l'approche, c'est de qui tu es. Donc, moi, je vais beaucoup avoir une approche en termes d'identité. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plein de ressources? Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de rebondir? Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable d'avoir des idées? Est-ce que ton cerveau est conditionné à penser en termes de profit? Donc, moi, j'ai une amie qui est millionnaire et c'est phénoménal d'étudier son cerveau parce qu'elle a des automatismes de profit partout. On marche dans la rue, elle voit une occasion de faire de l'argent. On va au restaurant, elle sait comment améliorer le restaurant pour faire plus d'argent. Même quand il y a eu la pandémie, moi, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire avec la pandémie, avec tout ce qui ferme? Mais non! Elle était toute stimulée par la pandémie parce que là, il y avait des nouveaux besoins puis il y avait possibilité de faire de l'argent. Et je me dis, c'est incroyable. Et demandez-moi si cette femme-là, elle vit dans l'abondance. La réponse, c'est oui, clairement. Donc, si tu crois que c'est impossible pour toi d'avoir de l'argent, ben, automatiquement, ton cerveau va te conditionner vers le chemin que tu crois qui est bon pour toi, donc celui de la pauvreté ou celui de l'abondance. Donc, c'est sûr que le fait de commencer à penser profit n'est pas nécessairement ce qui va faire arriver l'abondance dans sa vie, mais c'est déjà le premier pas. Parce que si on était conditionné à penser pauvreté, l'argent disparaît, elle repart aussi vite qu'elle entre, c'est dur de gagner de l'argent, je suis condamnée à être pauvre, moi je ne suis pas comme les autres. Donc, plus on a des chemins neuronaux comme ça, plus c'est difficile. Donc, déjà de changer la perception et de dire, OK, quels sont les profits possibles pour moi ici maintenant? Ben, déjà, c'est d'amener son cerveau dans une autre direction et de lui dire, OK, au lieu d'amener à ma conscience ce qui limite mes finances, amène à ma conscience les possibilités de faire davantage d'argent. Et quand on dirige le cerveau dans cette direction-là, il coopère. Donc, il va amener à notre conscience des possibilités de faire des sous. Maintenant, ce qu'il faut évaluer après, c'est est-ce que tu as l'énergie et le courage de passer à l'action? Parce que des possibilités de faire de l'argent, c'est incroyable et j'ai envie de vous raconter une petite anecdote qui est très drôle, mais mon père avait lu un de mes livres, puis où est-ce que je parlais justement de diriger son cerveau pour pouvoir créer ce que je veux. Il a lu mon livre, il m'a appelé, puis il m'appelait Charlie. Et il m'a dit, Charlie, j'ai lu ton livre, là, puis il dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Il dit, moi, je suis à ma retraite, je suis dans un centre pour personnes âgées autonomes. J'aurais beau me dire, je veux faire plus d'argent, il dit, c'est impossible que j'aie plus d'argent. Et là, en fait, je lui ai dit, OK, papa, j'ai dit, est-ce que tu es prêt à faire l'exercice avec moi? J'ai dit, dans les prochains jours, je veux que tu répètes avec conviction, là, je veux que tu joues le jeu, là, je veux que tu y crois, de dire que l'argent est possible pour toi et qu'il y a des occasions partout de faire de l'argent. Fait que je répète ça pendant quelques jours avec la foi profonde que l'argent peut être là. Il m'a dit OK. Et il m'a rappelé au bout d'une semaine. C'est pas long, là. C'est vraiment pas long. Une semaine. Et ce qu'il m'a dit, c'est Annick, il dit, t'en reviendras pas.
Il dit ce midi, il dit j'étais, non pas ce midi, mais en tout cas, quelques jours avant, il était à la salle à dîner avec d'autres personnes âgées du centre et il y a une dame qui avait la larme à l'œil et mon père lui a demandé pourquoi tu pleures, pourquoi tu es triste. Elle a dit, ben, j'avais rendez-vous chez le médecin et mon fils ne peut pas venir me chercher et m'amener chez le médecin. Fait que mon père lui a dit, ben voyons donc, pleurez pas pour ça, je vais y aller avec vous, je vais vous conduire à l'hôpital, ne vous en faites pas, vous allez avoir votre rendez-vous. Et ce qui s'est produit, c'est que quand la dame est revenue au centre pour personnes âgées, elle était en gratitude envers mon père et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit à tout le monde, si vous avez besoin d'un service de chauffeur pour aller à l'hôpital, ben Fernand Laprade est disponible. Wow. Et mon père me dit, puis elle avait donné des sous à mon père. Ouais. Et là, mon père me dit, ben là, il dit, je savais pas que vous pouvez faire de l'argent dans un centre pour personnes âgées. Puis là, il a dit à la blague, il dit, ouais, mais il dit, là, je suis à ma retraite, là. Fait qu'il dit, j'ai refusé l'offre d'emploi, tu sais. Au final, dans cette anecdote-là, mon père, dans le fond, ce qu'il voulait, c'était rendre service. Oui, Mais il a quand même admis qu'il y avait une ouverture qui s'était placée. Donc, et il faisait un peu de blague parce que mon père allait quand même bien financièrement. Il voulait juste me challenger un petit peu dans cette expérience-là. Mais il a été obligé d'avouer que, OK, oui, il y a des possibilités, il y a des opportunités. Mais voyez-vous, mon père, lui, finalement, a refusé l'offre d'emploi de devenir chauffeur. Mais s'il avait vraiment eu des problèmes d'argent, il aurait accepté. Mais parce que c'est quelqu'un de généreux, d'engagé, de travaillant. C'est pour ça qu'il faut voir, oui, reprogrammer son cerveau va amener les opportunités à la conscience. Mais après ça, est-ce qu'on est engagé ou on est un peu plus de nature paresseuse? C'est ça. Ça, c'est sans jugement, là. Est-ce qu'on a envie de... Tu sais, moi, souvent, je parle avec des gens qui veulent plus d'argent, puis quand on propose des idées, c'est moi, non. Faut travailler. Finalement, ils n'en veulent pas de travail. Ils veulent de l'abondance, mais que ça arrive par la loto. Mais demandez à tout millionnaire sur la planète, et ils vont tous vous dire une chose. Ils ont travaillé comme des dingues. C'est ça, Donc, je parle de gens qui ont construit là, leur entreprise. Là, je ne parle pas de gens qui ont hérité tout ça, mais les gens qui ont construit leur entreprise et qui ont fait succès vont tous dire, j'ai travaillé. J'ai travaillé tellement fort, je me suis relevée même quand je n'y croyais plus. J'ai persévéré. Donc, oui, l'abondance, elle est là, elle est partout. Elle est partout. Mais il faut avoir soit l'intérêt ou l'intelligence d'étudier la bourse. Il faut avoir la passion de servir les gens et de conduire les gens à l'hôpital ou avoir la passion des animaux et de garder des animaux le week-end pour dépanner des gens qui s'en vont en voyage. Il faut avoir la passion de cuisiner pour des gens qui n'auraient pas le goût de cuisiner. Donc, il faut aussi se mettre à l'action et célébrer cette action-là. Donc, ça, c'est le troisième point. Donc, le premier point, c'est, oui, s'exposer aux opportunités. Le deuxième point, c'est avoir le courage de passer à l'action. Et le troisième, c'est de le célébrer. Pourquoi? Parce que quand on célèbre, on vient d'impacter le chemin neuronal qui dit que c'est possible de faire de l'argent. Donc, ça prend une célébration de plus de 20 secondes, comme on a dit en début d'entrevue. Et plus le chemin neuronal, l'abondance et les profits sont possibles pour moi devient fort, ça devient une autoroute et c'est là que ça devient un automatisme de penser profit et succès, ou ce qui est important pour nous à ce moment-là. Super, merci beaucoup pour ce partage. Un autre sujet que j'avais envie d'aborder, c'est la question de l'estime de soi, de la confiance en soi. En quoi justement ce chemin-là que tu nous indiques, on a pris l'exemple de l'abondance, mais bon, je pense que chacun peut choisir son sujet et faire le même chemin. Mais par rapport à l'estime de soi et la confiance en soi, comment... parce qu'il peut y avoir aussi des ancrages négatifs, notamment dans l'enfance ou à l'école, par exemple. Comment, voilà. Alors, j'avais presque envie de dire, peut-être presque par rapport à soi, mais peut-être aussi par rapport à l'éducation, parce que par rapport aux enfants, je pense qu'il y a eu un changement sûrement dans la manière d'éduquer. Mais... Oui. En fait, c'est une question qui est complexe parce que c'est du cas par cas. Donc, il n'y a pas une réponse globale qui va servir tout le monde. Mais l'image de soi, l'estime de soi, c'est
la perception que l'on a de nous-mêmes, de qui nous sommes, de notre identité. Donc, plus on a des actions et des pensées qui sont favorables, ben, plus ça impacte notre estime de soi. Okay? Donc, je considère, moi, que l'estime de soi dépend de nos pensées à répétition et de nos actions à répétition. Et quand on parle de confiance, j'ai comme envie de défaire un mythe un petit peu par rapport à la confiance en soi. Donc, parce que la majorité des gens pensent que la confiance en soi, c'est inné. Et que les gens qui agissent avec confiance, c'est parce qu'ils sont tout simplement confiants. Et en fait, c'est complètement faux. Tous les gens qui ont confiance en eux, en fait, ils ont commencé dans un climat d'insécurité. Donc, ils ont manqué de confiance. Donc, la confiance, elle est fortement reliée à la compétence. Okay? Donc, quand on commence à faire quelque chose de nouveau, ben, on n'est pas bon. On est nul. On fait des erreurs. On est maladroit. On fait beaucoup d'erreurs. Mais quelle est la différence entre la personne qui devient excellente et la personne qui ne s'améliore pas? La seule différence, c'est qu'elle a recommencé. Continuer, quoi. Elle a appris de ses erreurs et elle se dit, OK, moi, je vais m'améliorer. Et elle continue de s'améliorer. C'est inconfortable parce qu'en plus, elle a fait des erreurs avant. Fait qu'elle a encore plus peur de faire des erreurs, mais elle recommence. Et elle s'améliore. Et elle recommence et elle s'améliore et elle recommence. Et plus elle recommence et passe à l'action, ben, plus elle devient dans la maîtrise. Ça devient facile. Et là, les gens autour font « Ah, ben oui, mais c'est facile pour elle. Elle fait ça avec tellement d'aisance. » Donc, c'est un commentaire que j'ai eu des milliers de fois sur le fait de donner des conférences. Tout le monde me dit « Ah, mais toi, tu as confiance en toi sur scène. » Oui, mais je suis rendue à peut-être près de 2000 entrevues et conférences données. Là. Donc, si toi, c'est ta première, c'est normal que tu sois insécure. Et moi, j'ai commencé comme toi devant 10 personnes. Moi, j'ai commencé à donner des conférences dans le sous-sol des maisons des gens. Donc, il y avait 10, 15 personnes au maximum. Moi, j'ai commencé comme ça et j'étais hyper timide et maladroite. Mais au bout de 2000 conférences, c'est sûr que j'ai davantage de confiance et de compétences. Mais en fait, la confiance, elle vient d'où? Elle vient de mon sentiment de compétence. Après 2000 conférences, ben, je sais que je maîtrise l'art de donner une conférence. Donc, c'est ce qui me donne la confiance de monter sur scène. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu de nervosité avant, dépendamment de l'événement, de l'énergie. Tout ça est un petit peu variable. Mais la base demeure la même. Et là, j'utilise la conférence, mais c'est propice à tout métier. Un chirurgien qui a pratiqué 1000 chirurgies, ben, il a confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il a développé la compétence 1000 fois. Une coiffeuse qui a confiance en elle, pourquoi? Parce qu'elle a coiffé 1000 fois. Donc, si on veut développer l'estime de soi, ben, il faut y aller à rebours et dire, bon, ben, quelles compétences que j'ai envie d'améliorer 1000 fois. Et quand on s'améliore et qu'on a foi en ces compétences, c'est là qu'on développe la confiance. Et quand on développe la confiance, ben, ça affecte notre estime de soi qui est tout à coup plus glorieuse, plus agréable. Donc, merci, maintenant, c'est précieux, hein? C'est précieux de faire cette distinction parce que parfois, en effet, il peut y avoir beaucoup de fausses images sur même ce qu'on donne à voir, c'est-à-dire que les gens peuvent nous voir d'une certaine façon et qu'en fait, nous-mêmes, à l'intérieur, on ne se sent pas du tout de la même manière. Donc c'est aussi important de voir, faire la distinction entre, j'allais dire, le fort interne et ce que les gens peuvent percevoir de nous, quoi. Parce que ça, c'est pas fait, et puis que c'est pas fait comme ça, quoi, comme tu dis. Mais non, pas du tout. Il fallait chercher des alliés, pour des bons mentors, des experts pour nous entourer. Et c'est là que j'ai envie de rebondir un petit peu sur ta question de la société. Maintenant, quel est le rôle de la société dans ça? Ben, en fait, elle a un rôle majeur parce que dans certaines sociétés, on va valoriser le succès, alors que dans d'autres sociétés, non, c'est l'ego qui prend le dessus. Donc, des fois, ça dérange certaines personnes, le succès. Donc, c'est sûr que si, dans l'énergie collective, le succès dérange, ben,
c'est beaucoup plus difficile de travailler sa compétence, sa confiance et de célébrer ce succès-là, parce que célébrer ce succès-là n'est pas toujours bien vu, dépendamment des régions. Et je parlais avec une conférencière dernièrement qui arrive des États-Unis, puis elle disait, ben, Annick, aux États-Unis, tout le monde valorise le succès, tout le monde, c'est ce qui recherche le succès, tout le monde le célèbre, le félicite, alors que au Québec ou ailleurs, c'est non, on fait pas, ne va pas étaler ton grand succès en disant que tu es la meilleure et que tu vas changer la vie des gens. Donc, quelqu'un qui arriverait ici avec un marketing de je connais tout et votre vie va changer grâce à moi, et on vient de les perdre, là. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. Donc, la société a un rôle favorable ou défavorable, et c'est important de se questionner sur où est-ce qu'on va comme société et qu'est-ce qu'on a envie aussi de léguer à nos enfants et nos petits-enfants. Donc, moi, je me fais un devoir, ma petite fille a juste 18 mois, mais je me fais un devoir de célébrer toutes ses victoires et de croire en elle. Mais ce qui m'amène aussi au danger de toujours glorifier aussi. On a eu la venue des enfants rois. C'est ça, oui. Donc, les enfants rois qui se sont fait dire que tout était parfait, tout était déjà accompli et qui ne mettaient pas leurs enfants dans des situations de contraction. Donc, pour évoluer, ben, ça le fait des enfants rois qui refusent l'effort. Donc, et l'effort fait partie d'une des composantes du succès. Donc, et là, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut être vigilant, de ne pas louanger à outrance et de dire, OK, ça, c'était excellent. Maintenant, tel point est amélioré. OK, est-ce qu'on... valoriser l'amélioration. Célébrer les petits pas, mais aussi valoriser le chemin. J'ai envie de dire ça. Je trouve qu'on est dans une société qui va être très présent dans les départs et à l'arrivée, mais qui est un peu absente dans le chemin. Quand on fait ce chemin-là, si on se sent seul, dévalorisé, qu'on est pris avec notre cerveau, qu'il y a uniquement des chemins neuronaux de tu es nul, abandonne, c'est difficile. C'est pour ça que j'adore, moi, travailler avec des coachs. Je suis coach moi-même, mais j'ai aussi mes coachs. Donc, dernièrement, j'ai travaillé avec 4 coachs parce que je voulais m'améliorer sur le plan de la santé et je n'avais pas la connaissance pour m'améliorer sur le plan de la santé. Je n'avais pas l'énergie ni la motivation. Donc, je suis allée chercher 4 coachs qui me répétaient à tous les jours, tu es capable. Vas-y. Être en forme, c'est faire tel exercice. Bien manger, c'est ceci, cela. Donc, à répétition, j'ai été en contact avec des gens qui incarnent la santé et ça a permis de diriger le cerveau dans la bonne direction. Mais je trouve ça dommage comment je pourrais dire? Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une culture déjà d'implanter de valorisation de l'effort. C'est plus présent pour les enfants, les adolescents qui sont là. Enfin, moi, je suis, tu le sais peut-être pas, mais moi, je suis une amatrice du chemin de Compostelle et un des motos, c'est justement le chemin et le but et le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, oui, on va à Compostelle, mais en fait, ce qui nous transforme, c'est pas le temps d'arriver, même si l'arrivée est un moment important, que toutes les rencontres qu'on va faire tout le chemin, tous ces dépassements qu'on vit au quotidien, parce qu'à tour de rôle, on est dans le trou en forme à soutenir les autres. Donc, c'est un peu anti-coaching parce que souvent, on focus beaucoup sur le but en coaching, mais en fait, c'est le chemin qui fait progresser, quoi. Donc, c'est vrai que merci pour cette image qui m'est chère. Merci à toi. Alors, j'avais envie pour terminer, en fait mon podcast vise, comme tu le sais, à aider les femmes à être davantage vivantes, notamment en rencontrant des personnes comme toi. Aurais-tu une parole de vie que tu aimerais offrir à mes auditrices? Ce qui monte spontanément comme ça, c'est une phrase que ma mère m'a répétée toute ma vie et elle me disait pourquoi gaspiller une minute de bonheur? Et elle nous a beaucoup élevés, ma sœur et moi, avec cette pensée-là que de vivre est un privilège, que de vieillir est un privilège aussi. C'est pas tout le monde qui a la chance de vieillir, c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre. Et elle nous montrait l'importance d'être en gratitude
pour nos jambes qui nous supportent. C'est pas tout le monde qui a des jambes pour les supporter. Il y en a qui sont paralysés. Et d'être en gratitude pour mes bras qui me permettent d'entourer ceux que j'aime. Et c'est pas... ma mère était quelqu'un de très à l'écoute de nos émotions et de ce qu'on vivait. Elle n'était pas dans le déni, mais en même temps, à un moment donné, elle se disait, OK, maintenant que tu as libéré ton sac, là, on ne gaspille pas une minute de bonheur. Vis, pense, vis à fond. La planète est grande, les opportunités sont grandes, les occasions de visiter le monde sont grandes, de faire de nouvelles connaissances, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, ose sortir de ta zone de confort. C'est là qu'on est vivant. Il n'y a rien de pire que la routine. La routine, oui, elle peut être sécurisante et agréable et offre une stabilité. Mais si on est uniquement dans cette routine-là et qu'on n'en sort jamais, moi, je considère que c'est là qu'on s'éteint. Si on veut être pleinement vivant, c'est d'accepter d'être inconfortable, mais de tester de nouvelles choses, de vivre de nouvelles expériences, de goûter de nouveaux restaurants, donc, de vivre à fond. Et j'ai juste envie de dire, comme maman le disait, mais pourquoi gaspiller des minutes de bonheur? Votre temps sur Terre, il est tellement précieux. C'est une petite fenêtre dans l'éternité. Donc, cette petite fenêtre-là, c'est un privilège et vivez-le à fond. Ah, c'est magnifique. Il faut le mériter pleinement. Merci. Ça me rappelle, ma grand-mère me faisait faire une prière le matin en me levant. C'était Seigneur, merci pour la lumière et pour la vie, bénissez tout ce que j'aime. Et c'était un peu dans cette bénédiction de ce qu'on a. Et c'est vrai que la gratitude, c'est important de prendre de goûter, en effet. Donc, merci pour cette belle parole de vie. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très riche, Annick. Si vous voulez suivre Annick, vous pouvez aller sur son site. Donc, Annick, c'est avec un seul N, Annick Lapratte, avec 2T.com. Il y a aussi une chaîne YouTube. Si cet épisode particulièrement vous a plu, je vous encourage à lire son livre qui est un best-seller. Le titre entier est très significatif, donc je vous le lis en entier. Reprogrammez votre cerveau pour une vie meilleure, une approche pour obtenir santé, amour, succès, abondance, aux éditions Béliveau, paru en 2019. Et aujourd'hui, on pourrait peut-être en parler une autre fois, mais elle lance aussi un nouveau programme pour les femmes qui vivent le tournant de la ménopause, qu'elle a appelé Virage. Et donc là aussi, tous les liens de ce que je vous ai dit seront dans la description de l'épisode. Voilà. Merci Annick. Merci beaucoup à toi et continue ton beau travail. Dans cet épisode, tu as pu découvrir comment dépasser les programmations négatives et les remplacer par des nouveaux chemins neuronaux qui te nourrissent et changent ta vie. Quel que soit le sujet, dépasser une épreuve, accéder à l'abondance, gagner en confiance. Si tu veux aller plus loin, va dans les notes d'épisode, tu trouveras le site internet d'Annick avec ses livres, ses formations et plein de ressources. En écoutant à cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un à qui il pourrait faire du bien, alors n'hésite pas à lui partager. Dans le prochain épisode, nous continuerons à parler du cerveau, regardant quels sont ses 7 besoins fondamentaux. Ce sont de belles clés, finalement très simples, pour vivre une vie heureuse et équilibrée avec un cerveau en santé.